souhaité discuter avec Ferdinand de son approche du jeu vidéo. C'est une approche, à mon avis, qui est très originale et dont je voudrais développer quelques points aujourd'hui. Mais avant toute chose, je voudrais surtout que Ferdinand nous rappelle un petit peu les conditions dans lesquelles ce jeu vidéo a été développé. Comment tout ça a démarré, Ferdinand ? Donc en fait, nous on faisait pas de jeux vidéo avant, on a juste été un peu stimulé par la proposition de Oculus à l'époque de participer à un concours qui s'appelait la VR Jam. Et puis avec Abby ici présent qui participait aussi à Along the Trail, on s'est dit un jour autour d'un verre, pourquoi pas faire un jeu où on serait un objet à grande vitesse dans un environnement en 3D à essayer de trouver une cible. C'est un peu parti de là, on a eu envie de faire une démo rapidement. Le lendemain je crois qu'on avait une démo et on s'est dit bon c'est viable, rajoutons ce projet là à la liste et essayons de faire ça pour la fin du mois. Et voilà un peu comment on s'est retrouvé à faire Drift. Moi j'ai l'impression qu'il y avait une volonté d'explorer un petit peu le médium. Est-ce que c'était ce que vous cherchiez, d'aller voir un peu les limites de la réalité virtuelle ? Oui, bien sûr. En fait, donc, comme je le disais, nous, à la base, sur les 3 projets, on était tous des gens qui venaient d'ailleurs, de l'illustration, du design, de la conception d'interface. Et donc, on avait déjà une culture qui n'était pas celle du jeu vidéo. Et en même temps, on voyait très bien comment on pouvait transposer notre connaissance dans un environnement virtuel. Donc on n'a jamais essayé de rentrer dans des cases, on a plutôt tenté de proposer des nouvelles expériences qui se prêtaient bien finalement au fait que cette technologie émergeait et que c'était l'occasion parfaite de proposer des choses originales et assez différentes. Voilà, on n'a pas le temps d'hésiter, on n'a pas tellement de temps de tester, donc on va aller à l'essentiel du concept qu'on a envie de faire passer, on va aller se poser les questions de visuel les plus importantes et mettre ça en place très très rapidement à chaque fois. Voilà. Est-ce que ça autorise plus de radicalité ? Toujours pour les mêmes raisons, les multiples contraintes, on va très vite tomber dans la radicalité parce qu'il faut trancher. On n'a pas le temps de discuter, on n'a pas le temps de tester pendant une semaine. Quand on est sur un concours en 4 semaines et qu'on doit faire 3 jeux, si on n'a pas pris la décision dans les 10 minutes qui suivent ou qu'on n'a pas testé rapidement dans les minutes qui arrivent, on n'avance pas. Parce que voilà, on est dans un flux de conception qui est là et ça permet de faire un projet qui n'est pas statique et pour nous c'est aussi un moyen de ne jamais s'ennuyer quand on travaille. C'est que quand on arrive le matin on sait sur quoi on va travailler mais on ne sait pas comment ça va se passer et qu'à tout moment une nouvelle idée va peut-être venir et il faut avoir la flexibilité de réagir en conséquence et d'intégrer cette nouvelle idée si elle fait sens par rapport au projet qu'on est en train de réaliser. Un des contrastes que je trouve très fort dans le jeu, c'est la différence entre la vitesse que l'on incarne, donc si on est ce projectile, et l'univers figé des environnements que l'on traverse. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ça ? Est-ce que c'était un contraste qui était souhaité ? Comment c'est venu cette idée de figer complètement l'univers ? Donc en fait... c'est une contrainte qu'on s'est imposée pour aller plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, pour avoir des textures et des dégradés dans les formes de drift qui construisaient tout l'univers, puisque donc c'est un environnement surexposé, donc avec une face extrêmement blanche et puis une ombre portée de l'autre côté. On voulait que cette ombre, elle ait une richesse que les autres jeux n'allaient pas avoir. Pour construire cette richesse, on a été obligé de baker le jeu, ce qu'on appelle baker, c'est-à-dire en fait de précalculer l'intégralité des lumières. On ne pouvait pas le faire en temps réel, le téléphone n'était pas assez puissant, et donc on a créé des textures, donc ce sont des images, c'est comme si on avait appliqué des illustrations, du dessin directement sur tous les modèles 3D du jeu. Et donc les ombres avaient cette possibilité d'être très très riches, d'être construites sur des dégradés avec des différentes lumières dans l'espace qu'on avait posé et qui avaient un impact sur ces formes-là qui se dessinaient. Et on en a fait une force du jeu en intégrant ça au gameplay et en disant que ça faisait totalement partie de la logique de jeu que le temps soit à l'arrêt à partir du moment où on incarnait un objet qui se déplaçait à grande vitesse. Et cet environnement autour de nous, il avait un niveau de détail supérieur à celui des autres gens qui participaient au concours ou à ce qu'on pouvait voir sur un téléphone mobile parce qu'on avait fait un jeu fixe, un jeu fixe dans lequel on réinjectait du mouvement par le déplacement du joueur tout simplement.
On a, je crois, avec la réalité virtuelle, la possibilité de vraiment développer cette omniprésence. Le fait de se déplacer, c'est ça qui crée l'histoire. Est-ce que c'était quelque chose qui était recherché ou qui est arrivé en cours de route ? C'est sûr qu'aujourd'hui, placer un utilisateur dans un environnement, il est téléporté quelque part. Dans sa tête, il se passe déjà énormément de choses. Pour moi, la narration, c'est quelque chose qui se déroule dans le cerveau de la personne. Une œuvre, une toile peut être tout à fait narrative à partir du moment où les lignes directrices vont organiser un parcours des yeux sur la toile, ce qui va créer une forme de narration. Une personne qui se retrouve dans un environnement donné avec un point de vue au départ, parce que c'est le cas, la caméra va être dans une certaine direction quand on arrive dans un espace à 360 degrés. Il y a une forme de narration décidée par le metteur en scène, par le créateur, par le développeur, qui est innée à ça. Et dans Drift, nous, en rajoutant la dimension mouvement, on avait cet infini de points de vue qu'on offrait finalement à l'utilisateur, et en même temps on le contraint dans un espace labyrinthique avec un parcours donné que nous on a imposé pour atteindre la cible. Et donc je pense que voilà, la narration elle se construit à plusieurs niveaux, et une fois que la personne, et il faut toujours un petit temps d'adaptation dans Drift pour s'habituer à l'environnement, la personne ensuite va passer son temps à se construire ses histoires en naviguant dans des scènes figées dans lesquelles il se déroule tout un tas de choses qui vont être plus ou moins lisibles d'ailleurs, mais qui constituent nous la base de l'environnement qu'on a voulu poser, quoi. Je rappelle qu'il y avait une première version qui a été faite pour une jam, qui a été vraiment fait en un temps record, un minimum. Et puis ensuite, sur plusieurs mois, le développement d'une deuxième version, qui est une version commerciale, avec plein de niveaux, vraiment, et un niveau de détail et de soin qui en fait un produit vraiment complet. Et c'est quelque chose que vous avez ajouté. Très rapidement, on s'est dit que quand on allait transformer cette expérimentation en vrai jeu, on allait ajouter une dimension narrative qui serait à la fois un accompagnement et à la fois un moyen à l'utilisateur de l'emmener plus loin que ce qu'il voyait et de le faire réfléchir sur l'utilisation même du casque et de sa situation et qu'est-ce que c'était que de naviguer dans un environnement virtuel. Et c'est ça qu'on a construit avec la narration dans Drift, c'est que là vous n'avez pas forcément joué avec le son et tout ça, mais le jeu, quand vous êtes accueilli dedans, c'est par une intelligence artificielle qui vous le présente comme un simulateur de perfection. Et c'était un espèce de regard critique de notre propre jeu, où on nous demande de faire la trajectoire parfaite pour atteindre la cible. Et qu'est-ce que ça veut dire au bout d'un moment de faire ça ? Est-ce qu'on est en train juste d'essayer de regarder là où il faut pour arriver au bon endroit ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce simulateur de perfection ? Et au fur et à mesure, ça va déraper et partir dans une aventure qui essaye de mener la réflexion à un autre niveau et qui est un regard sur qu'est-ce que c'est que de porter un casque, de s'enfermer face à un écran, de vivre des expériences comme ça qui sont certes en immersion totale mais qui sont aussi des choses nouvelles auxquelles aujourd'hui la société n'est pas encore habituée, et qu'est-ce que ça va devenir, quoi. Bon, je sens que tu n'en diras pas plus sur Walter, ses multiples cerveaux, pourquoi on voit des poulpes et des choses assez incroyables qui se passent dans le jeu. J'essaye de pas spoiler. Voilà, donc on vous invite à aller découvrir cette histoire. Mais il y a vraiment eu un travail scénaristique. D'ailleurs, vous avez travaillé avec quelqu'un qui fait des scénarios pour Maxime Fedeyev, ouais. Et sans spoiler, l'aboutissement de la perfection dans notre jeu, il est terrible. Et en fait, la conclusion, c'est qu'on n'aurait jamais dû vouloir devenir parfait. Dans le genre, on a fait un jeu avec Julia Spears ici présente, Panopticon, donc pendant la jam, qui est un jeu où on est surveillant de prison. On est dans un panoptique, donc une prison à 360 degrés, parce qu'on trouvait qu'il y avait une analogie assez amusante entre le casque, qui est un point de vue central avec une rotation à 360, où on ne se déplace pas, et les panoptiques qui sont ces prisons qui fonctionnent comme ça, une tour centrale. Les prisonniers sont tous dans des prisons en verre, voient tous la tour, mais ne savent pas si la tour à l'intérieur, quelqu'un les observe, parce que c'est par des fenêtres assez réduites ou avec du verre teinté qu'ils vont être observés. Et le fait que c'est Facebook qui avait racheté l'Oculus un an plus tôt, que Facebook, ça a ce côté un peu voyeur, j'observe les autres, ils ne savent pas si je les regarde, et je viens me renseigner sur les personnes autour de moi. Et dans ce jeu-là, typiquement, il n'y a pas de fin.
Enfin, il y a une fin, mais il n'y a pas de moyen de gagner. Le jeu, c'est de siffler sur les gens qui veulent s'échapper. Et la seule fin possible, c'est de se retrouver soi-même enfermé dans une cellule, parce que finalement, il y en a un qui a fini par s'échapper. Et là, on prend conscience que les gens autour de nous sont les gens comme nous qui sont passés avant en tant que surveillants et qui n'ont pas tenu leur mission. Et c'est peut-être un jeu qui ressemble plus à ce que vous dites là, et c'est un jeu dont le but à 100% n'est pas de siffler sur les gens, mais de se rendre compte que voilà, il y a des choses qu'on fait dans la vie, pourquoi on les fait, est-ce qu'au début la personne a choisi de suivre la mission. Et même dans Drift, on peut dire qu'on a passé 10 à 15% du temps à travailler sur la partie réussite, c'est-à-dire placer une cible à un endroit, concevoir un environnement en 3D, et puis coder le fait que quand on touche cette cible, il y a un résultat positif avec un score. Mais 80-90% du travail, c'est toutes les phrases quand on se cogne aux objets, c'est tous les sons quand on se heurte à des obstacles, c'est tous les objets qui vont être sur le chemin pour gêner le passage. Et donc finalement, c'est vraiment là que se fait la durée de vie du jeu même, qui peut être assez longue, parce que la plupart du temps, la personne perd, se prend les murs. Et pour moi, c'est un jeu dans lequel voilà, l'essentiel du jeu, c'est d'être en train de perdre. Voilà, merci beaucoup Ferdinand. Merci. Et merci à vous tous. Merci.